Bonjour et bienvenue dans ce journal. Roissy, dans le Val d'Oise, représente 10% de la richesse de la région Île-de-France. Dans les prochaines années, quelques 3 milliards d'euros seront injectés dans des projets sur le secteur. Le préfet de la région Île-de-France, en visite ce mardi, a déclaré que le Grand Roissy était l'un des moteurs principaux du Grand Paris. Les élus du secteur ont bien sûr apprécié, mais ils ont aussi rappelé que faute de moyens de transport routier et ferré en nombre suffisant, eh bien leurs habitants avaient toujours autant de mal à accéder aux emplois de l'aéroport. Le taux de chômage est d'ailleurs supérieur à la moyenne nationale. Regardez ce sujet, il est signé Christophe Rigaud. En face de nous, la dernière résidence hôtelière qui va commencer ses travaux, là d'ici 2 ou 3 mois. Roissy, c'est aujourd'hui 4700 chambres d'hôtel et seulement 2900 habitants. Cette suractivité hôtelière témoigne du dynamisme du secteur porté par l'aéroport. La communauté de communes de Roissy a affrété un bus pour présenter les projets et ils sont nombreux. Ici, un centre commercial baptisé Aéropolis qui verra le jour en 2013. Là, c'est un World Trade Center, comprenez un centre d'affaires qui ouvrira aussi en 2013. À quoi s'ajoutent de nouvelles zones d'activité. Roissy apporte déjà 10% de la richesse de la région Île-de-France. À l'heure des discussions sur le Grand Paris, le préfet de région explique qu'il faudra compter avec un Grand Roissy. Roissy est véritablement le moteur du développement économique, l'un des moteurs et l'un des grands moteurs du développement économique du Grand Paris. C'est là où se crée le plus d'emplois, c'est là où l'on voit des grues tout le temps, y compris dans les périodes un peu plus difficiles que nous avons traversées récemment. Donc il y a un développement très fort qui doit être accompagné, amplifié, ordonné. Les élus de la communauté de communes de Roissy connaissent le potentiel de leur territoire. Ils l'ont présenté au préfet de région. Mais avec un chômage à 10% sur l'est du Val d'Oise contre 8% en région Île-de-France, le secteur connaît aussi des difficultés. Et les élus attendent le soutien de l'État. On a beaucoup d'atouts. Mais les atouts, il faut les transformer. On ne peut pas les transformer tout seul. Je veux dire, le privé va faire son travail. Mais si le public ne fait pas les infrastructures nécessaires, on va couler. Donc les infrastructures, transport, vous le savez bien, routier, francilienne, les barreaux ferroviaires. Pour le représentant du Conseil général, les habitants de l'Est du Val d'Oise ne profitent pas suffisamment des opportunités d'emploi sur la plateforme aéroportuaire, faute de pouvoir y accéder. L'Est du Val d'Oise, c'est à la fois des populations socialement défavorisées dans toute la partie Val-de-France, mais même jusqu'à Goussainville. Et puis c'est en même temps des milliers d'emplois aujourd'hui et surtout des milliers d'emplois demain. Bon. Donc je crois que ce qu'il fallait que le préfet de région comprenne au moment où on commence à débattre du Grand Paris, c'est à la fois la richesse de ce territoire et puis en même temps la vraie difficulté qu'on a à connecter eh bien des lieux d'habitation et puis des lieux d'emploi. Les élus de Roissy ont fait leur compte. Ce sont 3 milliards d'euros qui vont être investis sur leur territoire. Des projets économiques, mais également de loisirs, car le Grand Roissy, ce sont aussi des habitants. Ici, c'est un golf public de 90 hectares qui sera réalisé. Et lors de la visite du préfet de la région Île-de-France, eh bien le maire de Louvre, Guy Messager, a interpellé les services de l'État. L'élu MODEM se bat depuis 15 ans avec ses habitants pour obtenir le déplacement d'une ligne à très haute tension. Sur le principe, c'est acquis. Problème, après une dernière réunion avec les services de la préfecture et RTE, eh bien le maire de Louvre n'a plus de nouvelles depuis 6 mois. Il a ouvertement manifesté son mécontentement, lassé par 15 ans d'attente. C'est la première expulsion de Roms dans le Val d'Oise depuis que le sujet fait débat depuis cet été en France. Tôt dans la matinée, très précisément à 6 h du matin, les forces de police ont investi un camp à Méry-sur-Oise. Une centaine de personnes, toutes d'origine roumaine, se sont vues remettre des obligations de quitter le territoire français, soit l'obligation de quitter le pays dans un délai d'1 mois maximum, sous peine d'être reconduite à la frontière. La presse a été soigneusement tenue à l'écart. Impossible donc pour nos caméras de filmer cette expulsion. Sur place, des associations ont également assisté de loin à cette opération. Je vous propose d'écouter la réaction d'un responsable du Secours catholique au micro de Christophe Aubry. Ici, on était dans l'expectative. On se disait peut-être qu'on va passer à côté parce qu'ils sont calmes, ils ne bougent pas, ils ne font pas de bruit. Mais non, on ne passera pas à côté, il ne faut pas rêver. Donc il y a un durcissement, c'est clair.
Et le préfet du Val d'Oise en visite à Roissy au moment de l'expulsion des Roms n'a pas souhaité réagir. Et on poursuit maintenant notre zoom sur les questions des retraites. La réforme, vous le savez, est en discussion au Sénat maintenant dans le cadre de l'équilibre global du texte. Il y a du grain à moudre, notamment sur un des points qui fait débat, la possibilité d'un départ anticipé dans le cas d'une pénibilité avérée au travail. Mais certaines entreprises n'envisagent pas cette solution. Au contraire, elles veulent garder leurs seniors le plus longtemps possible. C'est le cas de cette entreprise de Brélu, dans le Vexin, que Christophe Faubry a visité. Regardez. 30 les séparent, mais ces deux-là ne se quittent pas. Après, tu passes la ligne. Dans cette entreprise, on travaille le zinc, décoration, clocher, toit, un savoir-faire que cet ouvrier transmet à son apprenti. Bon, maintenant, c'est la soudure lisse. C'est pas des points comme on l'a fait en bas. Être tuteur à 55 ans, cet ornemaniste n'y voit que des avantages. Rythme de travail assoupli jusqu'à la retraite et nouvelle motivation. C'est un challenge, oui, parce qu'il me reste que 5 ou 6 ans à faire, donc oui, quelque part, oui. Oui, je retransmets tout ce que j'ai pu apprendre pendant des années et des années. Garder les seniors le plus longtemps possible, c'est la règle ici. Alors, l'entreprise évolue. Sur cette chaîne, les plus de 50 ans peuvent arrêter les horaires de nuit pour ceux de jour. D'autres postes sont spécialement aménagés. Les outils utilisés par les seniors sont adaptés. Un système de palan ou de poulie qui permet d'avoir le poids du fer qui soit bien moins lourd que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ce qui évite aussi quelques TMS et surtout la difficulté d'avoir des problèmes de tendinite au niveau des épaules. En fait, avec ces 30% de seniors sur ses 180 salariés, l'entreprise n'a pas vraiment eu le choix. Et si la direction ne communique pas sur les sommes dépensées, elle reconnaît que c'est beaucoup d'argent. Dès lors que vous mettez tuteur apprenti, les écoles ne sont pas gratuites et en plus il faut former aussi vos tuteurs pour qu'ils puissent transférer leur savoir-faire, les aider à transférer ce savoir-faire dans de bonnes conditions. Au final, tout le monde y gagne, l'entreprise reste compétitive grâce aux plus anciens et s'occupe de la relève. Car en France, aucune école n'existe pour ce type de métier. Hockey sur glace maintenant, après leurs 2 défaites inaugurales face à Reims et Neuilly-sur-Marne, les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient samedi soir les Albatros de Brest, grandissime favori de la Ligue Magnus. Une rencontre qui s'annonçait très compliquée, d'autant que les Valdoisiens retrouvaient dans le camp adverse leurs 2 meilleurs éléments de la saison dernière. Retour sur le match avec Fabien Ligou. C'est avec une certaine émotion que Sébastien Gauthier et Nelson Vargas-Dias ont retrouvé la glace de Cergy-Pontoise. Sous leur nouvelle couleur brestoise, les 2 stars québécoises affrontaient leurs anciens partenaires. Une rencontre forcément particulière. Ça fait depuis que le calendrier est sorti, j'ai encerclé la date, 25 septembre, ça fait longtemps que j'appréhendais ce match. Puis c'était pas facile, c'était un sentiment spécial, disons, d'affronter mes ex-coéquipiers. Beaucoup d'affinités ici, les gens, j'y respecte beaucoup, je sais que c'est des gars qui bossent dur, donc de mon côté c'est un match qu'il fallait qu'on vienne ici avec un plan de match de venir chercher 2 points, donc il faut que tu mettes ça un peu de côté durant le match, mais après le match et avant, ça reste quand même des anciens coéquipiers, des anciens gars à qui j'apprécie beaucoup. Les 2 Canadiens n'ont toutefois pas connu le même sort lors de cette rencontre. Si Sébastien a cumulé 1 but et 2 passes sur l'ensemble du match, Nelson a été exclu en 2e période suite à cette charge sur le défenseur Jan Galko. Le Slovaque, blessé au genou, n'est pas revenu en jeu par la suite. Une tuile de plus pour l'équipe préfectorale. Nous, malheureusement, les blessures, les transferts qui n'ont pas été faits, comme on dit, ça a vraiment amené un ralentissement dans notre cohésion de groupe. Donc les prochains matchs, en espérant que les blessures de ce soir ne seront pas trop graves, on va retrouver notre cohésion. Face à l'ogre brestois, les Jokers auront tenu 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles leurs attaques successives n'ont pu percer la muraille bretonne. Un manque de réalisme que n'ont pas connu les visiteurs, profitant de la moindre erreur défensive pour aggraver la marque. Au final, les hommes d'Alan Jacob s'inclinent sur le sévère score de 12 buts à 2. Et si on retiendra que l'attaque des Verts et Rouges a enfin trouvé le fond des filets, après 2 matchs vierges, les Jokers sont déjà tournés vers les prochaines échéances. On va avoir 2 matchs sur la route à Bordeaux et à Toulouse, 2 équipes qu'il va falloir combattre, pas le choix avec le début de saison qu'on a fait.
c'est pas un mal parce que du coup la pression va s'échapper un petit peu depuis à Cergy. On sait que sur la route, il faut aller chercher quelques exploits, d'aller travailler vraiment fort sur des patinoires où la taille de la glace est différente qu'à Cergy. S'adapter un petit peu et forcément essayer d'aller chercher au moins 3 points sur les 2 prochains matchs. 14e et dernier de Division 1, les Cergy-Pontins auront l'occasion d'inscrire leur premier point dès samedi prochain lors d'un déplacement en Gironde. Après la gifle subie face aux Albatros, les Jokers devront échapper aux crocs acérés des boxeurs de Bordeaux, actuellement 5e du championnat. Et ce week-end, il y avait aussi du rugby à Cergy-Pontoise, invaincus après leurs 2 premiers matchs face à 2 autres promus. Les joueurs baldoisiens affrontaient dimanche Montluçon, l'un des favoris de leur poule. Le résumé de la rencontre, toujours avec Fabien Medico. C'était la valse des camions de pompiers dimanche au stade Jean Lousteau. Première victime de la journée, le demi de mêlée Cergy-Pontin Katsakos. Le grec s'est blessé à la clavicule droite dès la 4e minute de jeu. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Noirs et Jaunes encaissent un premier essai sur un ballon porté des avants montluçonnais sur ce même temps de jeu. Sur les ballons portés, ils sont très compacts, très forts sur les bras pour avoir des liaisons très fortes. Et ils nous ont fait réellement exploser. Le ballon porté, c'est une arme exceptionnelle. Celui qui la maîtrise bien est capable de faire très mal à l'adversaire. Mais ils ont non seulement les ballons portés, mais ils ont une conquête à peu près propre, une mêlée roublarde. Et puis je dirais, ils sont capables d'envoyer un gros volume de jeu derrière. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du centre Richardson de rejoindre l'infirmerie. Très mobiles, les visiteurs trouvent de nouveau l'embut valdoisien après un super mouvement collectif. Or, les Cergy-Pontins ne peuvent même pas s'en remettre à leur buteur Jean-Marie Péoc, en panne de réussite. Je ne vais pas chercher d'excuses, mais je suis en vissé. J'ai des chaussures que j'ai achetées hier parce qu'il pleuvait. Et voilà, et les 2 coups de pied, les 2 premiers coups de pied, je les rate parce que je suis pas bien. Alors à la mi-temps, je change les chaussures et ça change un peu la donne. J'espère que c'est ça parce que sinon, je vais avoir du mal à digérer. Au retour des vestiaires et malgré un score largement en faveur de Montluçon, les partenaires de Laurent Lavergne ne s'avouent pas vaincus. Une attitude qui n'empêche pas le buteur montluçonnais, Williams, de rentrer 3 nouvelles pénalités. De son côté, l'ouvreur valdoisien a trouvé la mire et permet à Cergy-Pontoise de remonter au score. Au final, les locaux s'inclinent 12-22, mais voient dans ce match des raisons d'espérer. C'est l'apprentissage de la Fédérale 1. Je pense qu'on avait 2 matchs antérieurs contre des équipes qui montaient de Fédérale 2. On ne savait pas vraiment ce qu'était le niveau. Là aujourd'hui, on le voit. Je pense qu'il va nous falloir un peu plus de vaillance, un peu plus de lucidité. Mais Montluçon étant une grosse équipe, je pense qu'on est sur la bonne voie en fait. Désormais 9e de la poule 1 de Fédérale 1, le RCACP devra continuer à engranger de l'expérience à ce niveau et compter sur la solidarité de son groupe. Et ce, dès dimanche prochain, chez un autre gros de la poule, le Stade Dijon-Côte d'Or. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain et d'ici là, l'info continue sur vonews.fr.